Bien, bonjour, merci d'être venu une fois de plus à ce cycle de conférences et d'être venu pour écouter Jean-François Kervégan qui nous fait l'honneur de nous parler ce soir de la question du droit chez Kant. Jean-François Kervégan, je rappelle brièvement, vous êtes professeur à Paris 1. Vous avez récolté tous les honneurs dans votre carrière, ancien normalien, agrégé, docteur, spécialiste de Kant et de Hegel, sur lesquels vous avez publié des ouvrages, mais également sur Fichte et également sur Carl Schmitt, je crois. Voilà, donc votre notoriété n'est plus à faire. Il y a quelques temps, vous vous exprimiez également devant un collège d'élèves de classe préparatoire à Henri IV. Cette fois-ci, c'est au lycée Jean Zay, l'ancien foyer des lycéennes. Et je vous remercie donc d'être venu pour nous et pour nos élèves, pas seulement nos élèves d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des élèves qui sont venus d'autres lycées. Tant mieux, vous êtes également les bienvenus. Venez et revenez. Vous savez qu'il y a une conférence par mois depuis le début de l'année, et comme chaque année, sur des thèmes qui vous sont importants en prépa, en philosophie, mais également en lettres. Voilà. Je vous remercie de votre attention et maintenant je laisse la parole à Monsieur Kervégan. Bien, je vous remercie pour ma part de cette invitation qui me donne l'occasion de venir, pas pour la première, mais pour la deuxième fois de ma vie, dans ce très beau bâtiment et dans ce très bel endroit. J'ai été informé des modalités particulières de travail qui sont ici développées et je trouve ça tout à fait remarquable. Donc je vais parler de Kant. Mais avant d'en venir à Kant, je vais commencer par une petite introduction générale, puisque, en fait, le fil conducteur de mon propos, ce sera Kant, bien sûr, enfin, l'objet sera Kant, mais le fil conducteur, ce sera le rapport avec la Révolution française, parce que c'est quelque chose qui me semble essentiel pour comprendre les particularités de cette philosophie juridique et politique de Kant. Bien plus que la Révolution américaine, qui se produit après tout dans une province excentrée et dont les principes politiques, pourtant novateurs, n'ont guère fait l'objet à l'époque de débats, sauf bien sûr en Grande-Bretagne, la Révolution française a eu un impact considérable sur la philosophie politique européenne. En raison du lieu où elle se déroule, la plus puissante monarchie d'Europe, des formes qu'elle adopte et de ses conséquences, dont, bien sûr, la mort de Louis XVI, qui va aliéner à la France révolutionnaire la plupart des sympathies nombreuses dont elle faisait l'objet, notamment en Allemagne, en raison, enfin et surtout, de ses principes, ou plus exactement, du fait qu'elle se présente, la Révolution française, comme une révolution faite au nom de principes, au nom du droit. Ces principes, bien sûr, ce sont les droits de l'homme, dont la proclamation solennelle, le 26 août 1789, est en quelque sorte l'acte initiateur de la Révolution. Une des singularités de cette Révolution française est que, contrairement à la Révolution américaine, qui a pour l'essentiel établi ses principes après coup, elle paraît d'emblée fondée sur des principes théoriques, et c'est ce que rappelle d'ailleurs Robespierre dans son tout dernier discours, quelques heures avant son exécution, où il dit, entre autres, c'est une sorte de bilan, enfin, il sait qu'il va mourir, mais face à la Convention, il tient à défendre sa vision de la Révolution. La Révolution, dit-il, est la première qui ait été fondée sur la théorie des droits de l'humanité et sur les principes de la justice. La Révolution française est en quelque sorte une révolution philosophique. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre connaissance des débats qui précèdent l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme. Ces débats sont nourris de philosophie et, bien sûr, de la philosophie des Lumières,
dont l'encyclopédie d'une part, le contrat social d'autre part, sont les manifestes français. Toutefois, l'importance philosophique de cette révolution se voit encore plus aux effets qu'elle a produits, et ces effets, singulièrement, c'est surtout en Allemagne qu'ils vont se produire. Le parallèle entre la révolution politique que connaît la France et la révolution philosophique que constitue le kantisme, prolongé par ce qu'on appelle l'idéalisme allemand, est devenu presque un poncif. Ce parallèle entre les deux révolutions, la révolution philosophique, la révolution politique, ce parallèle, on le trouve par exemple chez Hegel, dans les leçons sur la philosophie de l'histoire. Hegel dit dans ses cours que le principe de la liberté, formulé par Kant en des termes nouveaux, la liberté comme autodétermination rationnelle de la volonté, c'est le cœur de la philosophie pratique de Kant, eh bien, cette liberté, ce principe de la liberté, je cite Hegel, demeura paisible théorie chez les Allemands, mais les Français voulurent l'exécuter pratiquement. Donc le parallèle, les Français réalisent ce que les Allemands pensent. Et à partir de là, il y a deux interprétations possibles, soit de dire, comme Hegel, c'est bien, les Allemands, eux, ont su penser ce que les Français ont su seulement faire, et il y a l'autre version, un peu ironique, développée par Marx, qui consiste à dire, ce que les Français ont fait, les Allemands n'ont pas été capables de faire autre chose que d'y penser. Il reprend la formule de Hegel en la renversant, et bien entendu, au profit de la pratique révolutionnaire et au détriment, si l'on peut dire, de la philosophie spéculative. D'une manière générale, la philosophie politique de l'idéalisme allemand, et d'abord de Kant, peut apparaître comme une sorte de commentaire spéculatif de la Révolution française. Et il faut ajouter au demeurant que la philosophie politique, je vais parler exclusivement de la philosophie politique, ou plutôt de la philosophie juridique et politique de Kant, mais bien entendu, je le dis une fois pour toutes, cette philosophie juridique et politique n'est pas le tout de la philosophie de Kant, non plus d'ailleurs, bien sûr, de celle de Hegel, de celle de Fichte. Et par conséquent, c'est seulement d'un aspect déterminé qu'il va être question. J'en viens maintenant à Kant. Les éléments fondamentaux, vous le savez sûrement, de sa philosophie, exposés dans les trois critiques, la critique de la raison pure, 1781, la critique de la raison pratique, 1788, la critique de la faculté de juger, 1790, ces éléments fondamentaux de la philosophie de Kant ont été établis pour l'essentiel avant la Révolution française, ou au moment même de son déclenchement. Mais il est manifeste que celle-ci imprime à la pensée kantienne une inflexion. Désormais, ce qui n'était pas le cas auparavant, les thèmes politiques, juridiques et politiques, occupent, et cela jusqu'à ses toutes dernières productions écrites, une place qui est devenue majeure dans les écrits de Kant. Et bien évidemment, ça c'est lié aux événements qui se passent en France, à la Révolution, dont on sait d'ailleurs que Kant en a été un spectateur absolument passionné, puisque une anecdote, vraie ou fausse, je n'en sais rien, raconte que Kant, qui était, comme tout le monde le sait, un vieux maniaque, faisait tous les jours la même promenade en comptant exactement le même nombre de pas avant de revenir chez lui. Eh bien, l'anecdote dit que la seule fois où Kant a oublié de faire demi-tour au moment nécessaire, c'est le jour où il a appris la prise de la Bastille. Il était tellement perturbé par ce qui se passait qu'il a oublié, son itinéraire habituel. Bon, c'est une anecdote, ça ne vaut pas plus qu'une anecdote, mais je la cite simplement parce qu'elle illustre ce rapport extrêmement intense qu'a eu Kant à la Révolution française et à son développement. Et on pourrait dire la même chose, bien sûr, de ses descendants, c'est-à-dire des philosophes de l'idéalisme allemand, de Hegel, de Fichte,
de Schelling. La légende, là encore, veut que Hegel, Schelling et Hölderlin, condisciples au grand séminaire de Tübingen, auraient planté un arbre de la liberté en 1790, au moment de la fête de la Fédération à Paris. On le montre d'ailleurs quand on visite l'endroit, on vous montre cet arbre. Bon, j'émets les plus grandes réserves sur la validité empirique de l'assertion, mais enfin, bon, tout cela montre bien, même si c'est de manière anecdotique, ce rapport extrêmement intense que la philosophie allemande, kantienne et post-kantienne, a entretenu avec la Révolution française. Les principaux textes politiques de Kant dans cette période, je vais les évoquer tous, et je vous ai donc distribué des extraits de deux d'entre eux, sont les suivants. D'une part, le texte qu'on appelle par commodité théorie et pratique. Je dis on l'appelle par commodité ainsi parce qu'il a un titre absolument incroyable qui, à propos de l'expression courante, il se peut que ceci soit vrai en théorie, mais en pratique, cela ne vaut rien. Alors ça, c'est le titre. Donc, vous comprendrez qu'on abrège en théorie et pratique. Ce texte date de 1793, une année évidemment politiquement hautement significative. Deuxième texte que j'évoquerai, et là aussi je vous en ai distribué un court extrait, le texte sur la paix perpétuelle, qui date de 1795. Troisième texte essentiel, la métaphysique des mœurs, à ne pas confondre avec les fondements ou la fondation de la métaphysique des mœurs, qui est un ouvrage antérieur, 1785. La métaphysique des mœurs, et en particulier la première partie de cette métaphysique des mœurs, doctrine du droit, qui paraît en 1797, et qui comporte beaucoup de développements importants, tellement que je n'ai pas réussi à vous en sélectionner des extraits parce que ça aurait été trop important. Enfin, il y a des notations très importantes sur les questions juridico-politiques dans le texte intitulé « Le conflit des facultés », qui date de 1798. Donc vous voyez, dans les années 1790, dans les années qui font suite à la Révolution, il y a tout un ensemble de textes, et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, qui traitent directement de questions juridico-politiques. Par ailleurs, il faut aussi évoquer les analyses de Kant concernant la religion, avec en particulier le livre « La religion dans les limites de la simple raison » qui date de 1793, lui aussi. Ce texte a aussi une dimension politique, puisqu'il concerne notamment les rapports entre religion et raison, enfin, c'est même l'objet du texte, et cherche à définir, un peu dans la filiation de la religion civile analysée par Rousseau dans le dernier chapitre du Contrat social, une religion raisonnable, acceptable par des individus ayant des croyances différentes, mais faisant partie d'une même communauté politique. Enfin, il faut bien sûr évoquer la réflexion de Kant sur l'histoire, qui a été entamée, certes, bien avant la Révolution, avec le fameux texte sur l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, qui date de 1784. Et tous ces textes, enfin, concernant l'histoire, comportent aussi un intérêt direct, un intérêt politique direct. Bon. Alors, il n'est pas possible, dans un temps limité, d'exposer dans tous ces détails cette philosophie politique, ni non plus, malheureusement, de montrer comment elle s'articule à ce qu'on peut appeler la philosophie fondamentale de Kant, celle qui est exposée dans les trois critiques. Et notamment, pour ce qui est de la politique, dans la deuxième critique, la critique de la raison pratique, qui date, je rappelle, de 1788. Je vais donc me borner d'une manière grossière et d'une certaine manière schématique à évoquer 4 points qui me paraissent centraux dans cette philosophie politique et qui ont pour propriété commune, tous les 4, d'engager une certaine réflexion, une certaine analyse
sur l'événement révolutionnaire, sur la Révolution française. Alors, ces 4 points sont les suivants. J'annonce par avance mon plan. Bon élève. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais il y a 4 parties, il n'y en a pas 3. Premièrement, la refonte de la problématique du contrat social. Deuxième point, les droits de l'homme. Troisième point, la République ou la Constitution républicaine. C'est vrai que c'est un sens tout à fait particulier chez Kant. Et quatrième point, enfin, la paix perpétuelle. Enfin, l'horizon de la paix perpétuelle. Alors, premier point, la refonte de la problématique du contrat social. Une lecture rapide, si c'est possible, de la doctrine du droit de Kant. Je dis si c'est possible parce que les textes de Kant, comme vous le savez sans doute, ont un certain coefficient d'aridité qui fait que, bon, ça résiste un peu. Même si les textes politiques n'ont pas le même degré de difficulté, disons, que la critique de la raison pure ou des textes comme ceux-là. Mais quand même, ça ne se lit pas dans le métro, ou alors il faut vraiment un certain entraînement. Une lecture rapide donc de la doctrine du droit, c'est-à-dire de la première partie de la métaphysique des mœurs de 1797, qui est en quelque façon la forme ultime, l'exposé ultime de sa philosophie politique et juridique par Kant. Donc une lecture rapide de ce texte pourrait faire croire que Kant se conforme au schéma classique, enfin devenu classique, de la théorie du droit naturel, qui, en gros, est le fil conducteur de toute la philosophie politique moderne, ou en tout cas du courant dominant de celle-ci. Ce schéma, c'est le fameux schéma que tout le monde connaît, que tout le monde a appris dès la terminale. Bon, l'état de nature, et puis l'état de nature, ça comporte pas mal d'inconvénients. Par exemple, Hobbes montre qu'il se développe nécessairement en guerre de tous contre tous, donc il faut mettre fin à l'état de nature. Ce qui met fin à l'état de nature, c'est le pacte social ou le contrat social, et ce pacte instaure ou institue la société civile ou société politique. Problème de vocabulaire, on va constamment être dans l'ambiguïté. Avant Hegel, le terme société civile signifie pratiquement toujours, que ce soit d'ailleurs dans l'espace allemand, mais aussi dans l'espace anglo-saxon, où c'est pourtant là que les choses vont bouger, le terme société civile est synonyme de société politique. C'est Hegel le premier qui va, de manière claire, dire, au paragraphe 31 des principes de la philosophie du droit, je distingue, pour ma part, État, l'État c'est la société politique, et société civile, la société civile étant précisément, regroupant précisément les aspects du vivre ensemble des hommes qui ne sont pas politiques, ou en tout cas pas directement politiques. Donc, mais chez Kant, encore, le vocable société civile signifie très clairement et de manière univoque société politique. Et l'adjectif civil peut toujours être, nous pouvons toujours lui substituer l'adjectif politique. En réalité, Kant ne peut maintenir cette problématique du contrat social à l'identique, telle qu'elle, ou au moins sous sa forme vulgaire, disons, car ce serait tout simplement incompatible avec les principes de la philosophie critique. L'état de nature, par exemple, qui, de l'aveu même de Rousseau, est une pure fiction ou une supposition, l'état de nature ne peut faire l'objet d'aucune affirmation empirique. Ce n'est pas un objet d'expérience, au sens de la critique de la raison pure. Il ne relève donc pas du champ du connaissable. De même,
le contrat social, et c'est ce point qui va nous intéresser maintenant, le contrat social ne peut pas être conçu comme un acte réel qui serait empiriquement et historiquement à l'origine de la société politique. En réalité, c'est là que Kant opère un déplacement, mais un déplacement qui avait déjà été d'une certaine manière préparé par Rousseau. En réalité, le contrat social doit plutôt être conçu comme la norme rationnelle, c'est une idéalité, la norme rationnelle de toute communauté politique effective. Alors, dans le texte de théorie et pratique que j'ai distribué, c'est dit de manière tout à fait claire à la page 38, donc j'ai choisi... Alors évidemment, tous les textes de Kant, pour tous les textes de Kant, on dispose de beaucoup de traductions. Certaines sont bonnes, d'autres sont moins bonnes, d'autres sont très mauvaises. J'ai essayé de choisir des bonnes. Je dois dire que les traductions de Kant, en général, ne me donnent pas satisfaction. Là, je parle en germaniste un peu pointilleux et casse-pied. Sauf en ce qui concerne la critique de la raison pratique, où on dispose d'une traduction absolument impeccable maintenant, qui doit être utilisée au détriment de toutes les autres, qui est la traduction de Jean-Pierre Fussler en GF. En revanche, les autres traductions de Kant en GF, certaines sont absolument catastrophiques. Donc, en général, non, parce qu'en plus, les plus catastrophiques... C'est la critique de la faculté de juger ? Non, je pense justement au texte de philosophie de l'histoire, etc. Bon, je veux pas... l'auteur de ces traductions n'est plus parmi nous, donc... Non. C'est Françoise Proust. Et là, c'est catastrophique. Enfin, bon... je vais arrêter là. En revanche, la traduction de la doctrine du droit d'Alain Renaud, de mon collègue de Paris 4, Alain Renaud, est tout à fait satisfaisante. Bien. Bon. Je quitte ce terrain fangeux et dangereux parce que... Mais en tout cas, là, j'ai choisi la traduction de Louis Guillermitte des théories et pratiques chez Vrin, qui est très commode. Les traductions... Alors évidemment, le plus commode, c'est encore la Pléiade, parce que la Pléiade, il y a tout en relativement peu d'espace, mais je dois dire que les traductions de la Pléiade sont d'un niveau très inégal. Bon. Le mieux, c'est encore de lire les textes en allemand. Voilà. Alors, dans ce passage de théorie et pratique, page 38 dans la traduction Guillermitte, celle qui a été distribuée, Kant explique que le contrat n'est pas, je viens d'expliquer pourquoi, l'origine empirique de la société politique, mais, je cite, une simple idée de la raison qui a une réalité pratique, indubitable, en ce sens qu'elle oblige tout législateur à édicter les lois comme pouvant avoir émané de la volonté collective de tout le peuple, et à considérer tout sujet comme s'il avait concouru à former par son suffrage une volonté de ce genre. C'est page 39, en fait. Excusez-moi, ça occupe les deux pages 38-39, et la phrase que je viens de lire se situe page 39 dans la traduction. Donc c'est la page de droite, la dernière, ce que je vous ai distribué. Ainsi, le contrat social devient explicitement, avec Kant, ce qu'il était implicitement dans les théories antérieures du droit naturel, celles par exemple de Hobbes et de Rousseau, à savoir une idéalité désignant non pas un état de fait ou un événement historique, mais la condition normative de légitimité ou, si l'on préfère, la norme critique de l'état de choses existant, de l'état de choses politique existant. Au fond,
mais sans que ça soit dit de manière aussi explicite, c'était déjà la position de Rousseau lorsqu'il définissait au début du deuxième discours, du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, lorsqu'il définissait l'état de nature, phrase très connue, comme un état qui n'a peut-être jamais existé, mais, je cite Rousseau, dont il est nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. De façon parfaitement explicite, chez Kant, le contrat originaire, c'est ainsi qu'il rebaptise le contrat social, mais justement il n'est pas originaire, au sens où il ne désigne pas une origine historique, mais bien plutôt une norme. Ce contrat originaire, cette norme, fonctionne sur le mode du « comme si ». Dans la société civile, c'est-à-dire la société politique, tout doit se passer comme si le pouvoir légitime était fondé sur un contrat de chacun avec chacun. Que, empiriquement, il ne le soit pas, c'est à peu près évident, surtout dans les sociétés politiques que Kant avait sous les yeux ou celles dans lesquelles il vivait. Mais le pouvoir existant au sein de cette société n'est légitime que si l'on peut considérer qu'il pourrait résulter du vœu unanime, ou en tout cas à tout le moins majoritaire, des individus composant cette société. Car, ajoute Kant, page 39 toujours, telle est la pierre de touche de la légitimité de toute loi publique. Une loi n'est légitime que si on peut faire comme si elle avait été édictée par tous. Kant n'exige pas, pour autant, que tout citoyen de l'État soit, comme il le dit, l'expression est très significative, co-législateur. Bien au contraire, il reprend à son compte la distinction faite en 1789 par Sieyès, lors des débats qui ont précédé à l'élaboration et l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme. Et Sieyès, donc, à l'occasion de ces débats, avait fait une distinction entre ce qu'il nommait les citoyens passifs et les citoyens actifs. Les citoyens actifs, ce sont ceux qui participent directement ou indirectement à l'élaboration de la loi. Les citoyens passifs sont ceux qui ne participent pas à l'élaboration de la loi, mais bénéficient de sa protection. Eh bien, Kant reprend expressément cette distinction. Il avait lu avec beaucoup d'intérêt une traduction allemande de certains des principaux écrits de Sieyès qui étaient parus à l'époque, et donc il s'est inspiré très clairement et très directement de Sieyès. Donc il reprend cette distinction, voire encore page 35-37 dans les pages précédentes, dans l'extrait que je vous ai distribué. Mais il considère que les citoyens, tous les citoyens, ne sont soumis légitimement à la loi, c'est-à-dire tenus de lui obéir, que s'ils peuvent être considérés comme en étant idéalement les co-auteurs. Tous n'en sont pas les co-auteurs, mais la loi n'est légitime que si l'on peut faire comme si tous en étaient les co-auteurs. Si le contrat social a, chez Kant, un statut de norme idéale, la société civile, c'est-à-dire donc la société politique, normativement fondée sur le contrat originaire, ainsi que l'appelle Kant, la société politique doit être rigoureusement distinguée, c'est une conséquence très importante, de toutes les formes d'association et de coopération. Alors, je vais employer un terme qui n'appartient pas du tout au vocabulaire de Kant, c'est un terme qui est apparu dans la langue contemporaine, mais ici,
il correspond bien à ce qu'on veut dire. Donc, la société civile ou politique doit être rigoureusement distinguée de toutes les formes d'association ou de coopération sociétale, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les formes d'association ou de coopération qui ne présupposent pas l'idéalité normative du contrat. Kant introduira dans la doctrine du droit, en 1797, une distinction extrêmement intéressante. Elle est en fait une anticipation directe de la distinction hegelienne entre société civile et État. Il introduit donc une distinction entre ce qu'il nomme l'État civil, et État civil, ça veut dire politique. L'État civil, qui n'existe entre nous que si l'on peut faire comme si nous étions mis d'accord pour le mettre en place, donc qui présuppose un contrat, au moins idéalement et normativement, et l'État social, qui peut exister, dit-il, y compris dans l'état de nature. Autrement dit, il faut distinguer le civil, c'est-à-dire le politique, et le social. Il y a du social, même dans un hypothétique état de nature. Autrement dit, le social ne présuppose pas, autrement dit, l'existence de relations, de formes de socialisation existant entre humains, ne présuppose pas nécessairement l'existence d'une société politique et des formes de pouvoir qu'elle met en œuvre. L'exemple le plus simple, et ce Kant le prend, étant celui des relations sexuelles. C'est une relation sociale, mais c'est une relation sociale qui ne présuppose pas un cadre politique, même si sa signification et ses formes vont changer dès l'instant qu'existe un tel cadre politique, puisqu'à ce moment-là, on pourra introduire des formes de juridification, c'est-à-dire le mariage, quoi, ou des formes dérivées. Enfin, Kant s'en tient à la forme primaire, et ne va pas jusqu'aux formes dérivées. Donc ça, c'est quelque chose de très important, cette idée que découvre Kant et dans laquelle je vois une anticipation tout à fait directe de la distinction qu'on attribue justement à Hegel entre société civile et État, l'idée qu'il y a des formes de socialité qui peuvent exister dans un état de nature, c'est-à-dire si l'on fait abstraction par l'esprit, n'est-ce pas, de l'existence d'une société politique, donc d'un État, donc de formes de subordination plus ou moins légitimes. Et de cela, il faut distinguer les rapports civils ou politiques qui, eux, présupposent, pour être légitimes, en tout cas, l'idée du contrat. La doctrine du droit précisera, au paragraphe 41, que seul l'état civil ou politique a une signification normative, alors que la socialisation de fait ne présuppose aucune norme. Elle peut exister de facto dès l'instant qu'il y a coprésence, mise en présence d'êtres humains. Autrement dit, plus clairement encore que chez les théoriciens antérieurs du pacte social, la société politique est, chez Kant, une construction normative, conceptuellement indépendante des formes empiriques du lien social, qu'il s'agisse de la coopération en vue de la satisfaction des besoins ou de la reproduction de l'espèce. Ces formes empiriques du lien social, division du travail, relations sexuelles, sont parfaitement compatibles avec la représentation d'un état de nature, celui-ci étant défini par Kant de manière négative comme étant un état non juridique. Qu'est-ce qu'un état de nature? C'est un état d'absence de droit. Doctrine du droit, paragraphe 41. La société civile représente, donc civile au sens de politique, la société civile ou politique représente ainsi la norme juridique à laquelle les rapports interindividuels
doivent être soumis, ce qui ne veut pas dire qu'ils le sont forcément. C'est la raison pour laquelle Kant affirme qu'entrer dans une telle société, entrer dans une société politique, est un devoir, une obligation juridique. Il faut, on doit entrer dans une société politique. C'est ce qu'il affirme justement dans ce paragraphe 41 de la doctrine du droit qui fait transition entre le droit privé, l'analyse du droit privé et l'analyse du droit public, c'est-à-dire de la sphère proprement politique. J'en viens à mon deuxième point, les droits de l'homme. Alors, j'ai signalé dès le début de cet exposé que le rapport étroit qui existe entre la pensée de Kant en particulier et la Révolution française, et j'ajoute que Kant et ses successeurs, Hegel, Fichte et d'autres, ont avant tout perçu la Révolution française comme une révolution des droits de l'homme, selon l'expression de Marcel Gauchet. C'est comme révolution des droits de l'homme que la Révolution française est avant tout philosophiquement intéressante. Alors cela, on le voit très clairement à la manière dont Kant, dans ses différents textes dont j'ai parlé, notamment Théorie et pratique, puis d'autres, va en quelque sorte donner une sorte de commentaire philosophique de la déclaration de 89. Dans Théorie et pratique, par exemple, mais il reprend avec des petites différences le même propos dans La paix perpétuelle, 2 ans plus tard, en 1795, et une troisième fois dans La doctrine du droit, encore 2 ans plus tard, en 1797. Dans Théorie et pratique, Kant énonce, c'est la partie, c'est le texte que je vous ai distribué, le début cette fois-ci, de la page 30 à la page 37, pardon, 38 même. Il énonce donc les principes sur lesquels repose, je cite, la condition civile, ce qui veut dire politique, considérée simplement comme condition juridique. C'est page 30 dans le texte que vous avez sous les yeux. Il le fait après avoir rappelé que la liberté des hommes dans leur rapport réciproque est la présupposition du droit en général et du droit public en particulier, dans la mesure où ce droit vise à organiser, a pour but d'organiser la coexistence rationnelle de ces libertés par le moyen de la contrainte ou de la contrainte possible. Ce rappel est important parce qu'il indique l'existence dans la liste, entre guillemets, des principes fondamentaux que Kant va énoncer, je vais la commenter, cette liste, il indique l'existence d'une hiérarchie. La liberté bénéficie, comme d'ailleurs dans la déclaration de 89, d'une priorité logique sur les autres droits fondamentaux. La liberté prime sur l'égalité et la fraternité, en gros. Ces droits fondamentaux, tels que Kant les formule, donc c'est le commentaire qu'il donne de la Déclaration des droits de l'homme, ces droits sont, dans les termes de théorie et pratique, donc dans les pages que je vous ai distribuées, les suivants. Premièrement, et ce premier droit donc bénéficie d'une antériorité, d'une priorité logique à l'égard des autres, la liberté, je cite la formule exacte de Kant, la liberté de chaque membre de la société comme homme, c'est-à-dire comme être humain, Mensch. Deuxièmement, l'égalité de chacun avec tout autre en tant que sujet au sens politique du terme. Donc, égalité dans la sujétion. Troisièmement,
l'indépendance de tout membre d'une communauté en tant que citoyen. Et ici, Kant introduit un terme qui n'était pas encore d'un usage très courant ou dont le terme n'était pas exactement fixé, le terme « Bürger ». Il va d'ailleurs, dans le cours du texte, faire une innovation terminologique. À ce que je crois savoir, Kant est le premier auteur de langue allemande à avoir utilisé l'expression, excusez-moi, je vais utiliser un mot allemand, mais pas moyen de faire autrement, qui est le mot Staatsbürger, qui aujourd'hui veut dire citoyen. Et parce que, justement, il a lu Rousseau, il a lu ce que Rousseau, aussi bien dans le contrat social que dans l'Émile, dit sur les rapports entre bourgeois et citoyens, entre faire un homme et faire un citoyen, il faut choisir, ou bien encore, nous ne sommes plus que des bourgeois, c'est-à-dire rien. Kant, bien sûr, connaît parfaitement tous ces textes de Rousseau, et lui va éprouver la nécessité de faire une distinction entre le bourgeois, et le bourgeois, on retrouvera ça chez Hegel ensuite, c'est l'homme en tant qu'il est dans un rapport de coordination horizontale avec d'autres hommes, donc dans ce que Hegel appellera plus tard la société civile, et non pas dans un rapport de subordination verticale par rapport à une instance supérieure qui est l'État. Et donc il va inventer le mot Staatsbürger pour bien distinguer le simple Bürger, c'est-à-dire le bourgeois, au sens qui sera bientôt péjoratif de ce terme. Le bourgeois, au sens de Rousseau, c'est l'homme privé, par opposition à l'homme public. Et il distingue le bourgeois et le citoyen. Et ça a donné lieu à une anecdote assez amusante. Ce mot que Kant invente, Staatsbürger, le bourgeois d'État, c'est-à-dire en fait le citoyen, pour trouver un équivalent allemand au mot français citoyen, qui occupe une place assez importante dans le vocabulaire de la Révolution française, comme on sait. Il invente donc ce mot et un poète allemand, bon, aujourd'hui un peu oublié, mais qui était très important à l'époque, Klopstock, s'est indigné de cette invention de Kant en disant, j'avais retrouvé ça dans un texte assez marrant, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça Monsieur Kant parle de Staatsbürger, donc de bourgeois d'État. Est-ce qu'on parle de Wasserfisch, de poisson d'eau? Bref, il accuse Kant de commettre un pléonasme. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas du tout pour quelle raison Kant éprouve le besoin de distinguer le Bürger et le Staatsbürger. Et lui, il dit c'est comme si on disait un poisson d'eau, comme s'il pouvait y avoir des poissons hors de l'eau. Donc c'est une bêtise, purement et simplement. Ça veut dire que cette distinction lexicale, mais derrière la distinction conceptuelle entre le bourgeois et le citoyen, n'est pas du tout transparente à ce moment-là. Bon, je reprends le fil de mon exposé. Alors, on retrouve la même liste des principes avec quelques variations, les trois principes, toujours la liberté, l'égalité, l'indépendance, mais il y a des variations dans la paix perpétuelle, dans le premier article définitif de la paix perpétuelle, dans la traduction que j'ai utilisée, qui est une bilingue au PUF, l'avantage pour les germanistes en tout cas de pouvoir confronter le texte allemand et la traduction, puis elle n'est pas mauvaise. C'est page 91, et on retrouve cette même analyse des principes fondamentaux, des droits fondamentaux, si vous voulez, dans la doctrine du droit, au paragraphe 46. Bien. Alors, je vais faire quelques remarques sur ces principes en m'attachant plus spécialement à l'exposé de théorie et pratique, c'est pour ça que je voulais distribuer, parce qu'il est le plus développé, le plus complet. Alors, le principe de liberté, c'est le premier et, comme je l'ai dit, c'est une priorité logique. Ce principe de liberté est premier, en ce sens qu'il s'applique non pas aux citoyens, mais à l'homme. Je rappelle ce que disait le texte, la liberté de chaque membre de la société comme homme, comme être humain. Il a ainsi
un fondement ou une signification qu'on peut dire pré-politique. Ce n'est pas l'existence de la société politique qui fait les hommes libres, même s'il va s'avérer qu'il faut aussi qu'ils vivent dans une société politique, et pas n'importe laquelle, une société politique organisée selon certains principes, pour que cette liberté soit effective. Mais le fondement même de la liberté est pré-politique, c'est pour ça que le sujet de cette liberté, ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas le bourgeois même, c'est l'homme. Donc la liberté, en ce sens, est le seul véritable droit de l'homme, le seul droit qui appartienne à l'homme en tant qu'homme, et non pas en tant que citoyen, etc., etc. Cependant, bien sûr, c'est au sein de la société civile, de la société politique, que ce principe reçoit tout son sens. Dans le texte de Théorie et pratique, vous pourrez le lire après coup, le principe de la liberté est opposé directement, donc il y a un aspect polémique, à la maxime dont se sont réclamés les gouvernements monarchiques de l'ère absolutiste, à savoir à l'idée que c'est au gouvernement qu'il appartient de faire le bonheur du peuple. Croire cela, croire que c'est au gouvernement qu'il appartient de faire le bonheur du peuple, c'est, dit Kant, le despotisme le plus grand. Car cela revient à traiter les sujets, et donc les hommes, car les sujets du prince sont aussi des hommes, comme des mineurs. Et à cela, il oppose, dans notre texte, le droit de chacun à, je cite, chercher le bonheur dans la voie qui lui semble être la bonne, sous la condition, bien entendu, une fois la société politique instaurée, que cela reste compatible avec la liberté d'autrui. Cette compréhension de la liberté fait de Kant non seulement un adversaire du despotisme éclairé. C'était assez audacieux d'écrire cela dans la Prusse de 1793, dont le régime était l'exemple même de ce despotisme éclairé. La Prusse frédéricienne, c'est le despotisme éclairé par excellence. Bien, Kant écrit que ce serait le despotisme le plus grand que de croire que c'est au prince qu'il appartient de faire le bonheur de ses sujets. La liberté appartenant à chaque homme implique que c'est à l'homme lui-même, à l'individu lui-même, qu'il appartient, à ses risques et périls, de chercher le bonheur dans la voie que sa raison ou ses principes lui indiquent. Donc ça inscrit clairement Kant dans la tradition du libéralisme politique et dans la filiation, si l'on peut dire, de Locke. Deuxième principe, l'égalité. Elle n'est pas, je l'ai déjà indiqué par avance tout à l'heure, elle n'est pas affirmée sans réserve, puisque, d'après la formulation de Théorie et pratique, l'égalité n'est reconnue qu'au sujet. Autrement dit, c'est une égalité dans la subordination. Vous êtes égaux en tant que vous tous m'obéissez. Si je peux occuper un instant la position du prince, ce que je ne souhaite pas du tout faire plus longtemps. Autrement dit, comme chez Hobbes, et alors j'ai fait il y a un instant un rapprochement de Kant avec Locke, ici c'est au contraire de Hobbes qu'il faut le rapprocher, car comme chez Hobbes, le souverain ou le prince, chez Kant, ce n'est pas le souverain, mais je m'en expliquerai tout à l'heure, mais plutôt le prince, le chef de l'État, en tout cas, monarque, si l'on veut, est exclu de cette égalité, car il doit, en tant que tel, pouvoir exercer une contrainte sans lui-même être contraint. Comme chez Hobbes, le souverain ou le prince est hors du contrat. Il en est en quelque sorte l'objet ou la création ou l'effet, mais il n'en est pas partie prenante. Kant insiste par ailleurs beaucoup sur le fait que cette égalité universelle des hommes, proclamée dans le deuxième principe, a une signification strictement juridique. Cela veut dire que les inégalités, qu'elles soient physiques
sociales ou économiques peuvent être aussi grandes que l'on veut, et d'une certaine manière, ces inégalités résultent directement du premier principe, la liberté pour chacun de chercher le bonheur selon la voie qu'il souhaite. L'égalité juridique signifie seulement que les sujets, Kant parle même de co-sujets, que les sujets ont l'un sur l'autre un pouvoir de contrainte juridique mutuelle. Autrement dit, je peux te contraindre, moi, sujet, je peux te contraindre, toi, autre sujet, à respecter, disons, ma sphère d'autonomie ou d'indépendance individuelle. Mes droits, par exemple mes biens. Il résulte de ce principe le refus de tout privilège, de toute inégalité qui serait ou qui prétendrait être juridiquement consacrée entre les individus ou entre des États ou des classes sociales. Le principe d'égalité signifie qu'il ne peut pas y avoir de privilège. Le deuxième principe de Kant. Le troisième maintenant, le principe d'indépendance a probablement été directement suggéré à Kant par la lecture de Sieyès et par cette distinction que j'ai évoquée tout à l'heure que faisait Sieyès déjà en 89 entre citoyens actifs et citoyens passifs, entre ceux qui participent directement à l'élaboration de la loi et ceux qui bénéficient seulement de la protection de cette loi. Pour Kant, comme pour Sieyès, seul, c'est quelque chose qui paraît très choquant aujourd'hui, seul celui qui est juridiquement et économiquement indépendant peut être un citoyen actif, c'est-à-dire, dans les termes de Kant, co-législateur. Page 35 dans notre texte. Pourquoi ? Eh bien parce que cette double indépendance, juridique et économique, est la garantie de la capacité de l'individu à être indépendant dans son opinion. Un domestique n'est pas libre puisqu'il est dans la dépendance à l'égard de son maître. Idem pour un salarié. Idem pour une femme. Donc, il faut que ni les femmes, ni les domestiques, ni les salariés, les enfants bien sûr, ne puissent être électeurs. C'est un argument qui a été utilisé jusqu'en 1848 par les libéraux pour s'opposer au suffrage universel, en disant « ça serait très inégalitaire d'instaurer le suffrage universel parce que ça voudrait dire que le patron d'une usine de 200 ouvriers aurait à lui seul 200 voix. » Puisque, bien entendu, ces ouvriers voteraient comme le patron leur dirait de voter. Donc, il ne faut pas que les ouvriers, dans leur propre intérêt, il ne faut pas que les ouvriers aient le droit de voter, puisque, à ce moment-là, ça donnerait un poids politique considérable à leur employeur. Idem pour les femmes, il ne faut pas qu'elles aient le droit de voter, parce que ça augmenterait leur dépendance à l'égard de la tutelle de leur mari, etc. etc. Bon, cet argument nous fait sourire aujourd'hui, mais c'est un argument qui était utilisé, et pas seulement en vue de cantonner les classes dangereuses, comme on les appellera plus tard, dans une position minoritaire. Je veux dire qu'il y avait, de la part de Sieyès, par exemple, c'était un argument sérieux. C'est-à-dire qu'il considérait, c'était un argument sérieux au sens où il considérait, ça doit nous faire un petit peu réfléchir, sans bien entendu, aujourd'hui, prétendre restreindre le suffrage universel. De fait, c'est le cas d'ailleurs. Le suffrage universel est restreint de fait, étant donné que dans toutes les sociétés démocratiques, y compris les plus développées, une fraction considérable d'individus choisissent de ne pas faire usage de ce droit. Et il se trouve que, alors dans le cas des États-Unis, c'est 50% ou plus qui choisissent, des électeurs qui choisissent de ne pas voter, c'est-à-dire qui s'abstiennent de la sphère politique. C'est une auto-exclusion.
alors que Sieyès était partisan de l'exclusion formelle, avec cet argument que pour participer à la vie politique, pour être co-législateur, il faut être, non pas riche, ça c'est pas tellement la question, mais il faut avoir un minimum de culture. Et donc seuls ceux qui ont, comme disait Sieyès, intérêt et capacité à voter, doivent avoir le droit de voter. Tout le monde n'a pas intérêt et capacité. Capacité, par exemple, il faut savoir lire. Quelqu'un qui ne sait pas lire ne peut pas avoir le droit de vote. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure, puisqu'il ne sait pas lire, il ne peut pas s'informer, il est donc totalement dépendant des informations qu'on voudra bien lui donner. Donc il ne faut pas qu'il ait le droit de vote. Évidemment, on pourrait dire la solution, c'est de lui apprendre à lire. Mais bon, c'était une situation de fait, bien entendu. Je reviens à Kant. Donc, exclusion au nom de l'égalité, au nom de l'indépendance, pardon, ou de la non-indépendance, exclusion des enfants, des femmes, des domestiques et de tous les salariés du droit de citoyenneté, mais du droit de citoyenneté actif seulement. En revanche, Kant affirme avec beaucoup de force que tous doivent, de la même manière, sans la moindre différence, bénéficier de la même protection de la loi. Alors, ce qui est intéressant, et j'en termine là-dessus, oui, il est temps que Bon, je laisse tomber la dernière remarque, parce que je voulais dire simplement, je le résume en une phrase, qu'en fait, dans cet énoncé, dans ce commentaire que donne Kant de la Déclaration des droits de l'homme et cette reformulation qu'il en offre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit directement s'ébaucher ou s'esquisser la distinction que Hegel formulera entre la société civile et l'État. En effet, certains de ces droits sont typiquement des droits qui appartiennent aux hommes en tant que membres de la société civile, ou en tant qu'il existe entre eux des relations qui ne présupposent pas nécessairement l'existence d'une instance politique de domination ou de commandement. D'autres, en revanche, et notamment le troisième, bien sûr, ont directement un rapport avec l'existence d'une sphère politique, puisque le fait d'être co-législateur, citoyen actif, ou de ne pas l'être, a évidemment un rapport direct avec la chose politique. J'en viens à mon troisième point. Peut-être qu'on laissera tomber le quatrième, la paix perpétuelle, s'il le faut, la République ou la Constitution républicaine. Alors ici, le texte de référence, c'est le texte sur la paix perpétuelle. Dans la paix perpétuelle, donc je vous ai dit que dans ce texte et ensuite dans la doctrine du droit, Kant reprend sa liste des trois principes formulés dans Théorie et pratique, liberté, égalité, indépendance, avec des petites variations qui ne sont pas insignifiantes dans la formulation, qui montrent qu'entre-temps, ces conceptions juridico-politiques ont évolué. Mais je n'ai pas la possibilité de rentrer dans les détails. En tout cas, dans la paix perpétuelle, ces trois principes, liberté, égalité, indépendance, sont présentés comme les fondements de la Constitution républicaine. Ce mot désigne, conformément à la signification traditionnelle du terme latin res publica, non pas un régime particulier, la monarchie, l'aristocratie ou la démocratie, pour reprendre la typologie classique depuis Aristote et même avant lui, mais, je cite, la Constitution qui sert originairement de base à toutes les espèces de constitution civile, c'est-à-dire de constitution politique. En tant que cette Constitution, la Constitution républicaine, jaillit, je cite de nouveau Kant, de la source pure du concept de droit. Alors, pour mieux faire entendre le sens de cette acception de l'idée de république, Kant va opérer dans ce texte une distinction tout à fait novatrice et très intéressante entre la forme du gouvernement, et cette expression désigne alors la question tout à fait classique, tout à fait traditionnelle, du régime politique. Question qui est discutée par la philosophie politique depuis Xénophon, Platon et Aristote. On retrouve
chez ces auteurs classiques de l'Antiquité grecque la discussion sur les mérites comparés des trois grands types de constitutions, qui ont aussi éventuellement, j'aurais pu rajouter Polybe, mais c'est un peu plus tard à la liste, qui ont éventuellement des formes déviantes, de sorte qu'on peut en compter 3 ou 6 si on compte une forme bonne et une forme mauvaise. Par exemple, l'aristocratie est la forme positive, et l'oligarchie, c'est-à-dire le règne des riches, est la forme négative du règne du petit nombre. L'aristocratie règne des meilleurs, et l'oligarchie règne du petit nombre, c'est-à-dire des riches. Bon. Ce qui est intéressant, donc, c'est que Kant déplace la question par rapport à ce débat ultra-classique de la philosophie politique. Quel est le meilleur régime? Quels sont les avantages et les inconvénients des différents types de régimes politiques? En insistant sur le fait que c'est le mode d'exercice du pouvoir, et non pas donc la forme du gouvernement, qui fait son caractère soit républicain, soit, alors quel est l'antonyme de républicain? C'est despotique. Donc du point de vue du mode de gouvernement, et non pas de la forme du gouvernement, un gouvernement peut être soit républicain, soit despotique. Le républicanisme, au sens de Kant, n'est donc pas un régime politique, mais une façon d'exercer le pouvoir. Quel est le critère du républicanisme? Qu'est-ce qui distingue un régime, enfin, un mode d'exercice républicain du pouvoir? Il n'y a pas de régime républicain, puisqu'on distingue les deux questions, la question du régime, bien qu'il y aura une influence en retour de la question du mode d'exercice du pouvoir, vous allez le voir, sur la question du régime. C'est-à-dire tous les régimes ne vont pas sortir indemnes de leur examen à la lumière de la question du mode d'exercice du pouvoir. Le mode républicain d'exercice du pouvoir se caractérise avant tout par la séparation des pouvoirs. Et plus précisément, par la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Alors que le mode despotique de gouverner fusionne la fonction, le pouvoir de faire les lois et le pouvoir de les appliquer. Comme il le dit dans le despotisme, le chef de l'État, je cite Kant, exécute arbitrairement les lois qu'il a lui-même promulguées. Donc ça, c'est le premier critère, séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ça a des conséquences politiques évidemment très importantes, et Kant les tire d'ailleurs expressément, ça veut dire que pour lui, le chef de l'État n'est que le chef de l'exécutif. Il n'est pas le législateur suprême. Et même s'il assume la fonction de législateur, il ne le fera qu'au nom de l'idée de la volonté générale, pour dire les choses simplement, de la volonté politiquement unifiée du peuple. Bon, ça c'est le premier critère, séparation de l'exécutif et du législatif. Deuxième critère, le gouvernement républicain est représentatif, au sens où le législateur, qui est en principe au moins l'assemblée de tous les citoyens actifs, le législateur peut et doit être représenté par un exécutif distinct de lui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, de cette manière très innovante d'aborder la question politique, en distinguant d'un côté la question du régime, la question de la forme de gouvernement, et de l'autre côté la question du mode de gouvernement, et en insistant sur le fait que la question fondamentale, c'est la question du mode de gouvernement. Donc, le clivage fondamental, c'est le clivage entre république et despotisme. Et c'est un clivage dans la manière de gouverner et non pas dans le sujet, la question du sujet du pouvoir souverain, disons, mais néanmoins, cette distinction, république-despotisme, a un effet sur l'analyse des mérites comparés
des régimes. Kant conclut de sa propre distinction que la démocratie, dans le sens propre du mot, est par nature despotique. Elle est donc incompatible avec la forme républicaine. La démocratie ne peut pas être républicaine. Vous voyez que les mots ont un sens assez distinct de ce que l'on pourrait craindre. Pourquoi ? Parce que, en démocratie, par définition, c'est le peuple qui fait les lois et qui les exécute. Attention, quand Kant parle de la démocratie, comme tous les auteurs de cette époque, il pense la démocratie grecque, bien entendu, et non pas ce qu'on appellera plus tard la démocratie représentative. La démocratie, oui, où le peuple, l'assemblée du peuple, est à la fois suprême législateur et finalement principal exécutant, puisque c'est elle qui nomme les stratèges, les juges, etc. Et puis le tirage au sort des juges au sein de l'assemblée du peuple, enfin, toutes ces méthodes de la démocratie ancienne. Donc, la démocratie est par nature despotique, elle est incompatible avec un mode républicain d'exercice du pouvoir. Et Kant en tire aussi la conclusion que parmi les deux autres régimes, eh bien, la monarchie est finalement plus susceptible que l'aristocratie d'être républicaine, dans la mesure où la représentation y est plus grande. Bon, donc finalement, à l'aide de ce critère république-despotisme, vers quoi s'achemine Kant ? Bien, vers l'idée que finalement le meilleur régime, c'est la monarchie constitutionnelle. Autrement dit, la Constitution de 1791. La Constitution française de 1791 qui, pour des raisons que l'on connaît, historiques, n'a pas connu un très grand avenir, la fuite à Varennes, etc. Mais voilà, Kant s'achemine vers la conclusion que le meilleur régime politique, le seul qui soit conforme aux principes républicains, tels que lui les définit, le seul qui pratique un mode républicain d'exercice du pouvoir, ça serait une monarchie limitée, une monarchie constitutionnelle. Plus important toutefois que ces jugements de Kant, dans lesquels il n'est pas difficile d'apercevoir en filigrane une condamnation du cours radical qu'a pris la Révolution française à partir de 1792, plus important est l'accent qu'il met sur le mode de gouvernement, qui est, dit-il, beaucoup plus important pour le peuple que la forme de l'État. Autrement dit, finalement, ce qui est important pour le peuple, c'est comment on gouverne, plus que qui gouverne. Contrairement à toute la tradition de la philosophie politique, Kant déplace ainsi l'intérêt de la question du meilleur régime, qui est délibérément placée au second rang, vers celle des modes d'action des gouvernants et de l'espace de liberté qui est ainsi laissé aux citoyens sujets. En ce sens, je vais m'arrêter, je laisserai le dernier point. Non, parce que quand même ça... En ce sens, on peut dire que Kant, singulièrement dans ce texte Théorie et pratique, est un précurseur de cette conception de l'État qui va se développer plus tard, dans le courant du XIXe siècle, et qui va porter la dénomination de État de droit. Kant est très certainement, dans ce texte, puis dans les autres qu'il écrit dans les années suivantes, le premier philosophe à avoir pensé quelque chose comme ce que, plus tard, on appellera, et le terme est apparu d'abord en Allemagne, avant d'émigrer en France et ailleurs, et dans les pays anglo-saxons, l'état de droit. C'est-à-dire le critère d'un état de droit, tel que les juristes libéraux du XIXe siècle le formuleront, c'est effectivement, le critère d'un état de droit, c'est un état où, au fond, quel qu'il soit, le titulaire du pouvoir est astreint ou s'astreint à respecter un certain nombre de règles qui, précisément, font la différence entre le républicanisme, au sens de Kant, et le despotisme. Bon, alors mon dernier point concernait la paix perpétuelle, mais je vais peut-être vous faire grâce de cela. Peut-être intéressant d'en parler, quand même. Je sais pas, mais je vais essayer d'aller vite alors, mais bon. Alors, la paix perpétuelle en deux phrases. Le texte de 1795, alors déjà, il faut noter une chose, hein, le titre de ce texte en allemand
comporte une ambiguïté. On peut le traduire de deux manières. On peut traduire le texte par « à propos de la paix perpétuelle », à propos de la question de la paix perpétuelle, ou bien « vers la paix perpétuelle », indiquant une direction vers laquelle on doit se diriger. Et c'est les deux à la fois. Kant, il n'est pas le premier. Il suit, il a deux prédécesseurs illustres qui sont, enfin l'un plus trop illustre aujourd'hui, l'abbé de Saint-Pierre, le premier à avoir eu cette idée un peu dingue à la fin du XVIIIe siècle de dire qu'on pourrait un jour mettre fin à la guerre en mettant au point un certain nombre de mécanismes permettant de mécanismes d'arbitrage, disons, qui permettraient de régler les conflits ou les différends entre États par des moyens autres que l'affrontement guerrier. Et puis, bien sûr, l'abbé de Saint-Pierre est repris par Rousseau, qui édite ces textes et les commente, dans des textes qui, d'ailleurs, de Rousseau n'ont pas été publiés de son vivant, sont restés à l'état de fragments. Et Kant reprend cette ligne, mais c'est lui qui va donner sa gloire philosophique, si l'on peut dire, à ce thème. Il suffit pour le constater de noter que lorsque fut créée, après la Première Guerre mondiale, contexte qu'on sait, la Société des Nations, le nom qui a été donné à la Société des Nations, au moins dans la langue allemande, le nom est directement la reprise de l'expression utilisée par Kant, Völkerbund, le mot à mot la fédération des peuples. Et c'est le terme que Kant utilise dans ce texte sur la paix perpétuelle pour désigner cette instance qui devrait idéalement pouvoir régler les différends entre États par d'autres manières que l'affrontement militaire. En fait, dans ce texte, Kant a pour but... Alors, Kant n'était pas un naïf, contrairement peut-être à l'abbé de Saint-Pierre, qui, paraît-il, était un doux rêveur. Kant n'était pas du tout un doux rêveur, et d'ailleurs, dans le texte, il dit lui-même « La paix perpétuelle ne sera probablement jamais instaurée ». Mais Kant est un penseur normatif. Tous ces textes politiques sont construits de la même manière. Il s'agit d'établir une norme, d'indiquer une règle selon laquelle tous, en l'occurrence tous les États et tous les chefs d'État, devraient se conformer. Et s'ils ne le font pas, cette norme permet de les critiquer. Donc Kant n'était pas du tout un doux rêveur. Il dit lui-même dans son texte que l'existence future de la paix perpétuelle est très improbable. D'ailleurs, il commence par une note d'humour. La première page, le frontispice du texte, rappelle que à la paix perpétuelle, c'était le nom qu'un propriétaire de bistrot, d'un bistrot situé à l'entrée d'un cimetière, avait donné à son bistrot. À la paix perpétuelle. C'était le bistrot où les gens allaient après les enterrements pour déplorer la disparition du défunt. Donc ce trait d'humour de la part de Kant, quand même assez rare, montre bien à quel point il est tout à fait lucide sur la réalisabilité empirique de ce programme de la paix perpétuelle. Il s'agit pour lui d'établir le cadre normatif, un cadre normatif permettant de penser la guerre comme quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas que cela n'a pas lieu. Il s'agit de faire en sorte que l'idée de paix perpétuelle apparaisse comme la seule norme légitime des relations internationales. De sorte, si vous voulez, que celui qui voudrait engager une action belliqueuse aura besoin de se justifier. Ce qui, à l'époque, n'était pas du tout le cas. Il était considéré comme tout à fait normal, il appartenait aux prérogatives de la souveraineté, d'engager, pour des raisons qui ne regardaient pas les autres, d'engager des hostilités. C'est le XVIIIe siècle et l'époque des guerres dynastiques. Les guerres de Louis XIV en sont un très très bon exemple, mais
l'ensemble, en fait, de la politique internationale est placée sous cette règle. Et Kant, tout simplement, dit non, ça, c'est pas légitime. Et il y a d'ailleurs des phrases extrêmement dures où il dit, finalement, c'est très facile pour les monarques de faire la guerre, vu qu'eux ne vont jamais à la guerre. Donc, pour eux, décider la guerre, c'est décider d'envoyer leurs sujets se faire tuer, étant entendu que les bénéfices, ils seront seuls à en profiter, eux, les souverains. Donc, c'est totalement inique. La guerre dynastique est une guerre totalement immorale. Et il faut donc, non pas, bien sûr, ne soyons pas naïfs, les monarques ne vont pas du jour au lendemain, les chefs d'État ne vont pas du jour au lendemain renoncer à ce qui leur apparaît comme un moyen de gouvernement tout à fait naturel, faire la guerre, mais les contraindre d'une certaine manière à se justifier. Quelles sont les conditions qui permettraient idéalement à l'état de paix perpétuelle entre les nations ou entre les États de se réaliser? Alors là, il y a un changement intéressant qui est intervenu dans la pensée de Kant. Dans un premier temps, il s'était dit assez naturellement, au fond, pour qu'il n'y ait pas de guerre entre les États, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, le mieux, ça serait qu'il n'y ait qu'un seul État. S'il n'y avait qu'un seul État, il n'y aurait plus de guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de 95, dans le texte sur la paix perpétuelle, Kant abandonne cette idée avec un argument très précis qui est le suivant. Mais s'il existait un seul État, alors il y aurait toute chance que cet État soit le plus despotique possible. Parce que les guerres ont certes des inconvénients, mais elles ont au moins cet avantage que la concurrence des autres limite d'une certaine façon le pouvoir de nuire de chaque État à l'égard de ses propres sujets. Donc, on abandonne l'idée d'un Weltstaat, d'un État mondial, et Kant récuse totalement cette idée. Quel serait alors le moyen, quelles seraient les conditions qui permettraient de penser une possible paix perpétuelle? Première condition, que la constitution de chaque État soit républicaine. Pourquoi? Tout simplement parce que si la Constitution n'est pas républicaine, autrement dit si elle est despotique, les sujets, c'est-à-dire les futurs soldats, n'auront pas leur mot à dire dans la décision de guerre. La Constitution républicaine garantit que les co-législateurs auront leur mot à dire, c'est même eux, ou c'est en leur nom qu'il sera éventuellement décidé d'engager des hostilités contre un autre État. Si tous les États avaient un mode d'exercice du pouvoir de type républicain, alors, là peut-être que Kant s'est un petit peu trompé, alors les chances de déclenchement d'une guerre seraient bien moins grandes. Alors que, dit-il, dans un État despotique, les princes peuvent faire la guerre comme une sorte de partie de plaisir. Ce sont les termes même de Kant. En fait, la guerre, c'est une forme raffinée de la chasse. Deuxième condition qui permettrait idéalement la paix perpétuelle, l'existence, et c'est là que Kant est le précurseur direct de l'ONU, en fait, l'existence d'une fédération d'États qu'il nomme donc Völkerbund, et c'est le terme même qui servira à désigner, après 1918, la Société des Nations, et non pas sur un État mondial. Cette fédération ferait office de tribunal d'arbitrage, de tribunal arbitral, tranchant les litiges entre ses membres, en excluant, jusqu'à l'extrême du possible, l'affrontement direct. Troisième condition, enfin, et elle est extrêmement intéressante, car là aussi Kant innove. La troisième condition correspond à ce qu'il nomme le droit cosmopolitique. Et ça, c'est probablement l'apport le plus original de Kant à la réflexion, disons, sur le droit international. Ce droit cosmopolitique, Kant y insiste, n'est pas, dit-il, un principe philanthropique. C'est un principe, autrement dit, il ne s'agit pas de dire que tout le monde aime tout le monde.
c'est un principe qu'il vaut mieux éviter de formuler, d'abord parce que ce n'est pas vrai, et puis parce que ça n'a pas d'implication normative. Non, c'est un principe strictement juridique. Alors, ensuite, la difficulté consiste, je n'ai pas le temps pour le faire en détail, à comprendre exactement ce qu'il faut mettre sous le droit cosmopolitique au sens de Kant. Il le définit comme un droit d'hospitalité universelle permettant à chacun d'entreprendre des activités non politiques, disons des activités commerciales par exemple, sur un autre territoire que le sien. Alors il y a eu une grande discussion qui n'est pas close d'ailleurs pour savoir comment il faut interpréter cela. Certains ont dit « Ah, ben, c'est une justification anticipée du colonialisme », puisqu'en réalité ça revient à dire que les citoyens des États européens peuvent légitimement aller, et les exemples qu'ils donnent paraissent aller dans ce sens. Par exemple, un citoyen français peut aller faire du commerce au Japon ou en Chine. Donc là, on peut percevoir dans cet argument, disons, une sorte de justification anticipée du colonialisme européen, colonialisme économique, tel qu'il se développait et va continuer de se développer au courant du XIXe siècle. Pour ma part, je n'adhère pas à cette interprétation et je crois plutôt que ce que Kant a dans la tête avec cette idée du droit cosmopolitique, c'est quelque chose comme ce que l'on appellera plus tard, ça n'existait pas du tout à cette époque, un droit international privé, c'est-à-dire un ensemble de règles juridiques permettant de réglementer les rapports existants, notamment sur le terrain économique, entre des individus qui ne sont pas citoyens des mêmes États. Autrement dit, ce qu'il y a derrière cela, et si mon interprétation est bonne, est vraie, Kant a véritablement une anticipation extraordinairement lucide, disons, du devenir politique et économique du monde, bien au-delà de ce qui existait au temps présent. Ce que Kant anticipe à travers cette idée d'un droit cosmopolitique qui se construit au-delà des États, c'est quelque chose comme la naissance à venir d'une société civile mondiale qui est distincte des sociétés politiques. Autrement dit, Kant ne serait pas simplement le précurseur de l'ONU, mais aussi de l'Organisation mondiale du commerce, qui formule des règles pour le commerce international et qui donc codifie en quelque sorte les règles d'un droit international privé. Bon, je conclus en 2 mots, il est temps. La philosophie juridique et politique de Kant, et c'est en cela qu'elle peut être regardée comme une des premières formulations d'un point de vue libéral conséquent, cette philosophie est guidée par la recherche des conditions qui permettent de relativiser et de régulariser, grâce au droit, grâce à des normes juridiques, l'emprise sur les individus et sur leurs activités de l'instance étatique ou politique. On a souvent reproché à Kant son juridisme. Kant croirait trop aux vertus du droit, et c'est d'ailleurs ce que Hegel lui reprochera très vivement, notamment dans un texte de jeunesse d'une tonalité très machiavélienne, qu'on appelle la Constitution de l'Allemagne. Ce n'est pas le titre que lui avait donné Hegel, il n'a pas de titre d'ailleurs, mais enfin bon. Mais d'autre part, d'un autre point de vue, ce juridisme pointilleux, Kant, dans l'appendice fameux du projet de paix perpétuelle, écrit que le vrai politique est celui qui, je cite, ne fait pas un pas sans plier le genou devant le droit. Donc ce juridisme pointilleux est la leçon que Kant tire de la Révolution française. Comment éviter les drames et les crimes, c'est en tout cas ce qu'il pense, qui se sont produits lors de la Révolution française? La réponse de Kant, c'est en faisant du droit la norme intangible
de la politique. Pour réaliser les promesses de 1789, sans aboutir aux excès de 1793, il faut non pas une politique morale, Kant, dans l'appendice, les 2 appendices du traité de paix perpétuelle, au contraire, affirme la nécessité de séparer rigoureusement le droit et la morale, non pas une politique morale, non pas une politique de la vertu, car une politique de la vertu, précisément, c'est ce que Robespierre a tenté de faire, mais une politique du droit. Et telle est, me semble-t-il, la leçon ultime de la philosophie de Kant, une leçon que, bien entendu, on n'est pas tenu d'accepter. Seule une juridification de la politique, nationale et internationale, autrement dit, seul l'état de droit peut éviter la tyrannie ou le despotisme, qu'il soit éclairé ou non. Voilà.